C'est bon. C'est bon? Ok. Donc, bonsoir à tous et merci pour votre présence. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai une petite voix. Ça va? Vous m'entendez bien? Non, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Pour vous présenter ce meet-up sur Open Telemetry pour le monitoring des API. Je vais être un peu bavarde au début, pas trop. Donc, je vais essayer de vous présenter les fondamentaux du framework et quelques exemples d'implémentation. Et ensuite, on va avoir une démo avec un exemple de service. On va appliquer Open Telemetry avec quelques outils. Donc, pour rappel, donc, je m'appelle Danielle Kayoumi, je suis architecte solution chez Capgemini et je fais partie également de la cellule OneCraft, qui s'occupe de l'évangélisation du craftsmanship. Et donc, si vous souhaitez me joindre pour d'autres questions, ce serait avec un plaisir de vous répondre via mon Twitter. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et je vous invite donc à commencer par un crash. Un crash d'avion qui peut être plus ou moins violent, voire terrifiant. C'est des situations auxquelles nous sommes souvent confrontés dans nos applications en production. Il peut y avoir des incidents qui nous donnent des grosses sueurs froides et du coup, il faut investiguer, ça peut prendre des heures, des jours, il faut trouver l'origine du problème. Et en général, les pannes peuvent être liées à provenir de plusieurs raisons. Et là, je vais vous présenter les deux principales raisons. La première, c'est les erreurs qui proviennent de la déployée avec la code-base dans la CI/CD, malgré les tests qu'on a pu faire dans la pipeline avec des tests unitaires, des tests d'intégration. Ça peut être lié à un manque de robustesse dans la qualité du code et un faible code coverage et peut-être de l'absence de l'analyse statique. Ensuite, on a les failles de sécurité qui vont être exploitées par les hackers et donc qui vont lancer des attaques de type DDoS ou encore exploiter des données non sécurisées exposées par des algorithmes non sécurisés. Pour cela, ces grosses pannes, ces incidents ont de sérieux impacts sur le business des entreprises. Et c'est le cas par exemple de AWS qui a eu une grosse panne en 2021, affectant ainsi des milliers de sites et donc de millions de personnes. Juste pour vous donner un contexte, en fait la panne était isolée au niveau de la région Est, mais cependant elle affectait la plupart des services managés, c'est-à-dire serveurs EC2, DynamoDB, TimeStream, Atena, BlueSky, etc. La liste est assez longue. Et donc, ceci rendait impossible la plupart des applications métiers. Par exemple, il est impossible de livrer au lit, de regarder des vidéos en ligne via Netflix, de jouer aux jeux vidéo en ligne, de commander dans des fast-food via des bords de commande et d'acheter des billets d'avion. Il était également possible d'avoir des examens médicaux, tous les examens avaient été reportés. Pareil pour les examens scolaires universitaires. Et la panne était tellement gigantesque, on a parlé de tous les news, CBS, ABC, Fox. C'était vraiment un incident planétaire. Pour vous donner un peu de l'explication par rapport à ça, en fait, les ingénieurs infra de AWS, ils avaient déployé un job automatique qui permettait de scale-up automatiquement dans les services managés. Malheureusement, ce job a eu une incidence sur les appels des clients vers les services managés. Et donc, on a eu un gros volume d'appels, et comme les services ne répondaient pas, et ça a provoqué un gros volume de retry, et ceci a créé une congestion du système. Et donc, le système a craché. Finalement, ils ont réussi à résoudre le problème, mais ils ont quand même mis 9 heures pour trouver l'origine du problème, et je vous montrerai plus tard comment justement ils s'y sont pris.
On peut donc voir qu'ici le but c'est de prévenir et surtout d'anticiper les pannes avant que ça ne soit trop tard, avant que ça ne soit la catastrophe. Il faut donc identifier les erreurs, la latence. Et quand je parle d'erreurs, c'est tout ce qui concerne le taux de 400x, 500x, la latence, le nombre de requêtes qu'on peut traiter sur un temps donné, les boulots d'étranglement, les data parties. Par exemple, si notre application dépend d'un PSP, une plateforme de paiement, comment on va gérer les indisponibilités de nos services tierces. Et enfin, il faut pouvoir envoyer des alertes en tout va mal. Configurer des moteurs et ensuite avoir des seuils à partir desquels on déclenche des alertes quand on a des comportements anormaux. Donc, ça c'est encore plus important, je dirais, dans les systèmes distribués. Pour rappel, un système distribué, très rapidement, c'est un système dont les composants sont situés dans des réseaux différents, dans des environnements hétérogènes. Pourquoi c'est important dans les architectures distribuées, notamment celles qui reposent sur les microservices? Parce qu'il suffit qu'un seul service soit down, surtout s'il y a de fortes dépendances entre les services, et si rien n'est fait, s'il n'y a aucune stratégie de gestion des erreurs et d'anticipation des pannes, ça va impacter l'ensemble du système et très rapidement. Et ça, c'est encore plus significatif dans les architectures complexes qui contiennent des milliers de services. Par exemple, Amazon, il y a plus d'un millier de services. Ici, en fait, sur les points représentent les services et les lignes des interactions entre les services. Vous avez également Uber, avec plus de 2000 services. Je pense encore plus depuis le temps que j'ai pris la capture d'écran. Pareil également pour Netflix. Alors comment ils font pour surveiller le comportement du système? Il faudra observer le système pour anticiper les failles de vulnérabilité, les bugs et les comportements anormaux. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va monitorer les opérations sur une plage de temps. Par exemple, là, vous avez une capture d'écran où je vous ai mis un ensemble de logs sur une période d'une journée. Et là, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est un peu déterministe, dans le sens où on a une analyse prédéfinie des données. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt avoir une overview du système et surtout anticiper les comportements passés. Donc, pour chaque service, on va avoir l'historique de ce qui s'est passé, on va pouvoir injecter des métriques bien précises qui vont du coup nous permettre d'avoir une overview sur l'interaction entre les composants du système. Les composants peuvent être votre reverse proxy, une API gateway, la base de données, un serveur de cache, votre microservice, tout ce qui va interagir dans le système. Et donc pour cela, on va donc se reposer sur l'observabilité. L'observabilité, c'est la base de notre framework d'OpenTelemetry. L'observabilité, en fait, nous permettra de mesurer les entrées et les sorties entre les différents composants du système. On n'oublie pas le monitoring, en fait, les deux vont travailler de pair. Le monitoring, tout ce qui va être le log, comme on l'a vu, et l'observabilité, c'est tout ce qui va traiter du comportement du système. Pour cela, on va se reposer sur les traces, les données télémétriques, dont les traces, les métriques et les logs. Donc, ces données vont être émises par les composants du système. Les bases de données, les applications, les serveurs, les API gateway, tous les types de composants. Le but donc, c'est de générer les données télémétriques, collecter et exporter vers des backends d'observabilité. Le backend peut être par exemple votre Datadog, un Grafana, autre outil. Et donc, là, je reviens au sujet du jour. La solution, c'est le framework OpenTelemetry. C'est un framework open source
qui va nous permettre de rendre un système observable. Il va nous donner le cadre pour pouvoir générer, collecter et exporter nos données vers les différents backends. Pour information, OpenTelemetry fait partie du Cloud Native Foundation depuis 2019 et il a atteint son niveau de maturité en 2021. En fait, je pense que vous avez déjà, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé OpenTelemetry, OpenTelemetry vient de deux normes, OpenTracing et OpenCensus. OpenTracing, c'est celle qui est le plus couramment utilisée. Et maintenant, OpenTelemetry vient enrichir OpenTracing en rajoutant OpenCensus. OpenTracing va nous permettre de générer les données télémétriques et OpenCensus va nous permettre d'exporter les données télémétriques. Je ne vais pas trop m'attarder sur les fondamentaux, donc je vais aller un peu rapidement, juste vous donner un peu plus de précision. Pour le tracing distribué, en fait, le principe c'est de pouvoir suivre la requête de bout en bout, de la source à la destination, quels que soient les services hétérogènes par lesquels la requête a transité. Contrairement aux requêtes traditionnelles, au tracing traditionnel, où on peut observer la requête uniquement dans un domaine unitaire. Pour cela, on va se reposer sur les logs, les scans et les traces. Pour le log, pour rappel, on va respecter le protocole syslog avec un niveau de priorité, une date et le contenu du log. Cependant, le log n'est pas suffisant pour tracer l'exécution d'une requête. Pourquoi? Parce qu'il manque des informations contextuelles. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de savoir, par exemple, quelle est la durée de mon opération, est-ce qu'il y a des métadatas, est-ce qu'on vient d'une... Quelle est la requête appelante, par exemple, un peu plus de contexte pour bien tracer la requête. Pour cela, on va enrichir le log en se servant des spans. Justement, qu'est-ce qu'un span? Un span, en fait, il va représenter une opération. Une opération, ça peut être récupérer le panier d'un customer. En fait, c'est une opération spécifique sur l'ensemble de ma requête. L'opération va être représentée telle qu'elle. Ça, c'est une span, donc l'opération. On aura le nom de la span, le contexte, avec la trace ID, c'est-à-dire la trame de la requête. On a également la date de début, la date de fin de l'opération et les métadatas. Dans les métadatas, on peut mettre n'importe quoi. Tout ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de contenu, de tracer finement notre requête. Là, on a mis la méthode HTTP, les paramètres de la requête, mettre autre chose aussi. Et donc, en général, les spans vont être injectés dans des classes bien particulières. Par exemple, les contrôleurs, les repositories, les services qui vont faire les requêtes HTTP, les requêtes MQI. Mais en général, ces spans sont natives et c'est pas, vous n'avez pas à gérer quoi que ce soit. C'est déjà émis par la plupart des frameworks. Par exemple, Symfony, Spring Boot, ça se fait nativement. Après, si vous avez besoin de rajouter des spans bien spécifiques, alors là, on peut utiliser la librairie OpenTelemetry. Il y a des adaptations dans la plupart des langages. Ici, par exemple, à l'écran, je vous ai mis un exemple d'implémentation dans lequel, dans un contrôleur d'une action, j'ai injecté un span pour avoir un peu plus de contenu sur mon opération de get cart. Je récupère un carte pour un customer. Là, j'ai injecté un customer ID. Je viens de me souvenir un truc, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Parce que c'est bien d'avoir le span, mais il faut voir en fait à quoi va servir le span et comment le span va être représenté dans toute la requête. Avant de poursuivre, OpenTelemetry a des adaptations dans tous les langages.
PHP, Go, Java, Python. Donc, pas d'inquiétude par rapport à cela. Et donc, le dernier point, le dernier pilier, c'est les traces. Au niveau de la trace, ça représentait une collection de spans. C'est la trace qui va faire le lien entre les différentes opérations de notre requête. Et c'est grâce à cela qu'on va suivre la requête au travers des systèmes hétérogènes. Selon la spécification OpenTelemetry, on a une représentation de la trace, telle que vous pouvez le voir. Ici, c'est un exemple de requête qui passe par deux services. Un service A, un service B. Le service A, c'est le entry point. Du coup, le premier span va être considéré comme le parent span. Ce span peut avoir d'autres spans qui peuvent être des spans qui vont par exemple s'occuper de persister la donnée en base de données, d'appeler le serveur de cache, ou encore de faire une requête vers un autre service. Et donc on a le lien vers le service B qui lui également va avoir ses spans. Et entre les deux, on a le contexte. C'est ce qu'on appelle le context propagation, c'est le trace contexte. Pour rappel, le trace contexte va maintenir une corrélation entre les signaux des différents services. Et c'est spécifié par une recommandation du consortium W3C. Donc normalement, vous n'avez rien à faire. C'est déjà pris en compte par la plupart des librairies. Et ça permet justement d'assurer l'interopérabilité entre les systèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de générer vos spans. Et ensuite, les serveurs vont s'occuper de faire le lien entre vos différents spans et de maintenir le contexte. Et ensuite, vous pouvez voir les résultats justement dans les backends d'observabilité. Là, j'ai mis un exemple d'une capture d'écran de la spécification. Et après, vous pouvez voir sur le site du consortium un peu plus en détail. Et ensuite, pour illustrer, j'ai mis cet exemple. C'est un exemple de système avec plusieurs services où on a un service, un carte qui va appeler un product service pour récupérer le panier de l'utilisateur avec les products. Et donc au final, on a une trace avec le carte service qui a la persistance de la base de données et ensuite on appelle le get product qui fait donc le lien avec le product service et qui récupère les données. Et puis entre les deux, on a le context propagation. Là, vous avez un exemple justement de trace dans un real world case. En vert, vous avez les couleurs des différents services. Et lorsqu'on clique sur le span d'un service, on peut voir en dessous le détail du span. Dans le span, vous avez les métadatas et les logs associés. Donc à droite, vous avez le log. Si on clique sur les logs, on peut voir le détail. Dernier pilier, ce sont les collectors. Les collectors, en fait, vont nous permettre de collecter et exporter les données télémétriques qu'on aura générées au préalable avec OpenTelemetry, qui fait partie de OpenTelemetry. En général, on se repose sur le protocole OpenTelemetry protocol, qui va donc décrire la manière dont on va encoder et transporter les données vers les backends d'observabilité, par exemple Datadog ou encore Grafana ou autres. Juste précision, l'exporteur, il peut s'installer soit comme un agent qui va tourner sur le host, dans le host de votre application, soit en tant que standalone. Et du coup, il peut communiquer via des sockets, via des API. Ça dépend de la manière dont vous allez l'installer. En général, les agents exécutent directement sur le host de la machine. Et sachez qu'il n'y a pas d'incidence sur la performance du système. Parce que le traitement est assez rapide. Les transactions se font au fil de l'eau. Et d'habitude, s'il y a un risque de throttling, dans ce cas, on peut passer par un message broker, une queue. Et ça se fait au niveau de l'exporteur. Je ne l'ai pas décrit ici, mais c'est des choses qu'on peut voir un peu plus en détail. Donc à la fin, une fois qu'on a collecté les données télémétriques,
on va pouvoir générer une sorte de service map. Dans la service map, on a le parcours de la requête au sein de tous les services. On peut mettre en exergue tous les services qui posent problème. Et on peut voir également avoir d'autres métriques sur les temps de réponse, la latence, le trafic, etc. Et à partir de là, on va pouvoir sortir également des dashboards avec des graphes précis sur la latence, le trafic, la saturation et le taux d'erreur. Et à partir de là également, on va créer nos monitors, configurer des seuils et ensuite donc générer des alertes en cas de comportement anormal. Je voulais juste faire une petite précision pour Prometheus DS OpenTelemetry, parce que souvent il peut y avoir une confusion. En fait, comme vous avez pu le voir, OpenTelemetry c'est un framework d'observabilité. Et donc lui, la différence, c'est qu'il va se servir de log, de span, de traces. Par contre, Prometheus, c'est du end-to-end monitoring et il se base plus sur les logs qui va nous permettre de faire de tracer de manière chronologique la requête. C'est du time series. Ok. Bon, j'avais un dernier point sur le monitoring et après je passe à autre chose. Donc, en fait, c'est important d'aborder ce point parce qu'il ne suffit pas juste de collecter des données, des métriques. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le but, en fait, c'est de créer des graphes, créer des monitors, visualiser donc, les parcours de requête et avoir des alertes. Et pour cela, en général, on se base sur le Forward Golden Signals. C'est un framework qui va nous donner le cadre pour créer nos dashboards de monitoring. On a, comme je disais, la latence, le trafic, la saturation et vous avez donc les différents types de graphes que je vais parcourir assez rapidement. Le trafic, les erreurs, donc le taux de 400x, 500x. Et en fait, enfin la saturation des services. C'est important, par exemple, si vous avez une base de données ou un serveur Redis qui atteint son maximum de clés de valeur, du coup, vous déclenchez des alertes par rapport à cela. Et enfin, dans notre dashboard, avec les différents types de graphes, les quatre graphes, et après, on peut zoomer sur un service en particulier et avoir des métriques uniquement pour ce service. Le percentile, le taux d'erreur, le nombre de requêtes, etc. On peut aussi avoir un niveau de granularité fin sur les status codes, par exemple. Et on peut voir juste la corrélation avec les autres systèmes. Précision pour définir les métriques. Il faut passer par les services level. Les métriques ne viennent pas de nulle part. Donc c'est un travail qu'il faut faire au préalable. Les services level management, ce sont des mesures en fait des services qui vont permettre de mesurer le système. On a en général les SLA, SLO, SLI. Les SLO sont un peu plus génériques. Par exemple, on peut se dire 95% des utilisateurs doivent avoir un temps de réponse de moins de 250 millisecondes. Et à partir de là, on va définir les SLI. Donc, sur la performance, la disponibilité, la scalabilité. Donc ça, c'est un exercice qui se fait en amont pour bien définir les bonnes métriques. On va ensuite injecter dans le système. Ok. Avant de vous parler de AWS, peut-être qu'on peut revoir un peu concrètement ce que ça donne, mais juste pour vous donner la solution. En fait, AWS est basé sur les données télémétriques pour résoudre le problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, comme ils ont dit dans leur guide de blog, ils ont analysé les traces, les logs, les scans, et c'est grâce à cela qu'ils ont pu découvrir qu'il y avait un problème au niveau du DNS primaire. L'injection se crée au niveau de ce DNS. Et donc, ils ont pris des mesures pour pallier à ce problème et en exploitant également les graphes, ils ont pu
rapidement, ça leur a pris 9 heures, mais bon, c'est mieux que quelques jours, vu l'impact que ça a pu avoir sur l'ensemble de la planète. Ok, bon, trêve de bavardage, on va passer à un peu de pratique. Bon, effet démo, je vais déjà vous dire, j'ai cassé un truc, mais on va le voir au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc, ici j'ai pris deux services. J'ai pris le but c'est d'avoir faire une requête sur un service de user. Je crée un user et ensuite le MS User va appeler un service MS Notification qui lui va persister les données dans un MQP, dans un Message Broker MQP. Donc, le but c'est de pouvoir voir les logs qui vont être émis par le service, les fans, comment on peut configurer notre agent, comment on va pouvoir visualiser du coup, ces métriques non redéfinies. Je suis partie d'une application Symfony, PHP. Après, ça respecte les standards, type minting, ça ressemble un peu à du Java. En fait, ils ont pris pas mal de choses de Java. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, j'ai deux API dans mon service. Je vais vous montrer. J'ai ce create user du coup qui va créer mon user et persister dans mon message broker. Je vais juste vérifier qu'il marche bien. Ok, c'est bon. Donc j'ai créé un user classique avec un email, un pays. Voilà, j'ai pas fait de chichi. Je me suis reposée sur le DDD. Donc, j'ai une partie application, une partie infra, une partie UI. Dans l'UI, j'implémente mon contrôleur, mon action. Je vais partir de là. Ici, je vais sur un mécanisme de dispatch d'events. Je l'ai mis en place, mais après, bon, je me suis dit, vu que c'est un POC, j'appelle directement ma commande. Ça, c'est opérationnel. Le but, c'est d'avoir un bus qui va, c'est l'objet du CQRS, qui va prendre la commande, dispatcher, et le handler adéquat va traiter donc, la requête et faire le traitement proprement dit. J'ai donc créé mon handler qui va récupérer une commande de création user. Dans cette commande, c'est la body object où j'ai mon email et mon construit, les paramètres de mon payload. Et très simplement, au niveau de mon handler, j'appelle mon repository, plutôt l'interface, pas l'implémentation. Et donc, l'implémentation va se retrouver au niveau de l'infrastructure, dans le dossier infra, dans la partie infra. Dans infra, j'ai créé un dossier repository qui va donc contenir l'implémentation de mon interface et dans laquelle j'implémente les méthodes du repository classiques, c'est le find, le ID, etc. Et mon repository va injecter donc le Entity Manager, c'est un service de l'ORM Doctrine qui est intégré dans Symfony, qui permet de faire la persistance de base de données. Ma base de données, comme vous le voyez, elle est toute simple. J'ai ma table de user et j'ai mes deux tables et mes times tables. Voilà à peu près pour la structure de mon application. Ah oui, et dernier point, oui, pardon. Et la partie entity, je l'ai
Je sais qu'il faut dissocier les deux, mais pour le POC, j'ai créé l'entité doctrine et l'entité DDD dans le dossier domaine. Mais normalement, il faut séparer. Il faut mettre l'entité doctrine dans la partie infra. Donc voilà. Ok, donc quand je crée mon user, ce qui va se passer au niveau déjà de Symfony, c'est qu'il va émettre des événements. Donc quand je vais entrer dans mon contrôleur, il va émettre un événement. Quand je vais intercepter la base de données, il va émettre un événement. Et quand je vais finir de traiter ma requête, il va émettre un événement. À chaque parcours de ma requête, il émet des événements. Les événements vont correspondre au span. Et ce sont ces spans qu'on va pouvoir visualiser dans notre back-end d'observabilité. Et dans les spans, on a des attributs, tout ce qui va donner du contexte à ma requête. Ici, vous avez les logs classiques, vous ne voyez pas le contexte ID, le paramètre ID, le span ID, mais c'est des éléments qui sont envoyés à l'exporteur, au collector, ce qu'on a vu dans la partie Open Census. Justement, à quoi va correspondre mon collector? Pour notre séance, je suis partie sur Datadog. J'ai pris une version gratuite. Elle est là. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Datadog? Oui. C'est très puissant. Moi, j'aime bien. C'est vraiment parfait, très riche. Et dans Datadog, l'avantage, c'est qu'on a également un APM assez puissant. L'APM, c'est l'outil qui va vous permettre de visualiser les interactions entre vos systèmes. Vous aurez le parcours de la requête. Il met en exergue chaque service par lequel la requête transite, avec les statuts d'erreur, les percentiles, et puis les graphes inhérents également. Et vous pouvez avoir une service map qui vous donne justement les liens entre tous les services. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de ma presse, dans une slide, j'avais mis une service map, et ça correspond à peu près à ça. On a également tout ce qui va concerner les logs. Les logs, on pourra les filtrer par service. Et en cliquant sur log, on va voir le contexte, s'il est associé à une span, à une classe, etc. Donc, cela, il y a deux moyens d'installer l'agent, comme je vous disais. La première manière, c'est d'installer en tant que de l'installer au service de au niveau de mon host, dans le même host que mon application. Désolé, problème d'indentation. Voilà. Ici, je dois spécifier quelques paramètres importants, notamment le nom de mon service, et je dois activer l'APM. L'APM, par défaut, il n'est pas activé. Il faut le faire de manière explicite. Et pour nettoyer un peu les logs, je peux exclure tout ce qui vient de l'agent. Sinon, ça peut brouiller les logs. Vous aurez des logs très, très techniques, verbeux, et ça noie les logs fonctionnels applicatifs. Et puis, oui, vous avez quoi d'autre intéressant? Vous pouvez mettre une version environnement qui peut être récupérer les paramètres de configuration de votre application. Donc, dans mon application, j'ai un point env qui contient quelques paramètres, les variables d'environnement, et celles-là, on peut les injecter à ce niveau. Donc ça, c'est d'un. Une fois que j'ai fait ça, normalement, je peux avoir accès, je peux déclencher mon agent, et il va commencer du coup à récupérer les logs et les envoyer au back-end d'observabilité. Le lien avec le back-end se fait au niveau de l'API. Donc, quand j'ai généré mon projet Datadog, j'ai une API qui va faire justement le lien entre mon application et mon serveur.
Et ensuite, voilà, il est là. Il est là, mon agent, sur le port 81-26. Donc ça, c'est un des moyens d'installer l'agent. Sinon, on peut passer également par l'installer en standalone. Pour simuler l'installation en standalone, je l'ai installé directement au niveau de mon OS. Et donc ici, vous pouvez voir, c'est ça le mon dossier. Ici, je l'ai installé en démon. Et dans le Datadog Agent, vous allez voir une multitude de services de configuration. Donc, par défaut, vous avez des configurations pour les bases de données, les serveurs web. Je ne sais pas si vous voyez, Apache, il y a le cache, il y a à peu près tout. Je ne vais pas tout citer, mais tout est là. Et donc, l'idée, c'est d'étendre un des services, de le paramétrer et d'injecter des configurations spécifiques à notre système. Je peux créer une configuration pour mon service et spécifier du coup le chemin vers les logs et activer les APM. C'est ainsi qu'il va pouvoir sniffer et envoyer au serveur. Je peux juste peut-être vous montrer rapidement un exemple. Oui. Donc on a plein de paramètres voilà, désactivés par défaut. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire de l'outil. Donc si je regarde au niveau de l'APM, je pense que je l'ai activé. Je vérifie rapidement. Ok, c'est bon. Là, j'ai activé mon APM et j'ai activé également le local traffic en dehors de mon host, étant donné que je suis dans des containers Docker. Donc, ça, c'est OK. Et maintenant, on va lancer donc le sniff. Je revérifie. Donc là, mon agent est en train de tourner. J'ai lancé une requête tout à l'heure, je pense. Je relance. Et ici, voilà. Ici, il arrive à intercepter les logs et on différencie bien les différentes sources. Donc, le but, c'est d'avoir donc un log et de voir justement le détail via cet écran ou en passant par l'APM. Et ensuite, donc, à partir de là, on va voir les différents dashboards, comme je vous ai dit, sur les métriques particulières. Là, on a des métriques un peu techniques, les CPU, voilà, la mémoire, etc. Et à partir de là, vous pouvez créer des graphes. Ça, c'est vraiment des métriques très, très basiques. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir les spans et de visualiser les attributs. Donc, ce que je vais faire, c'est juste créer un exemple. Comme ça, on va de bout en bout et on voit ce que ça donne. Ça vous va? Oui. Désolée. Ok. Bon, allons-y. Je vais essayer d'aller un peu rapidement. Ok, donc je vais récupérer plutôt, faire un get user que je n'ai pas normalement. Et à partir de ce get user, je vais pouvoir mesurer le comportement de mon système. Voilà.
c'est assez rapide. Dans mon get user, ce dont j'ai besoin, c'est très simple. J'ai besoin je peux directement injecter mon user ID, que je récupère mon user à partir de mon ID. Je vais injecter la commande qui va faire le get unitaire. Donc je suis en mode CQRS. Commande, normalement c'est un query. On est dans le CQRS, les lectures sont des queries. On va mettre query and dans mon query, j'ai besoin de mon interface et dans l'interface, je vais directement instancier mon entité. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est un find by ID, par exemple. Voilà. Et ici, j'injecte directement le user ID. Je peux enlever ce log, je n'ai pas besoin. Et ensuite, donc ici, bon, j'avais anticipé un peu, j'ai rajouté donc l'implémentation de mon find user ID. Donc je repars sur mon action, donc je vais changer en get query anywhere. Je l'injecte ici. Et ici, je vais directement injecter mon user ID. Bon, je fais abstraction du vidéo vu que je n'ai qu'un paramètre. Mais normalement, il faut faire les choses bonnes et due forme. Ça, c'est juste un bloc. Ok, une fois que j'ai terminé, je rajoute ma route dans les routeurs. Tac, tac, tac. Et après, je vais vérifier si ça marche bien. Et ensuite, j'injecterai un span et on va voir si on l'affiche bien dans Datadog. Donc, je vérifie ma route est bien active. Ok, elle est bien active. Je vérifie si j'arrive à bien attaquer ma route. C'est un post-get. C'est un get dans ton code. Ah, dans mon code, merci, merci. Merci. Define variable user. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, 2 secondes. 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait? On define variable user. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, peut-être. Ça doit être ici, peut-être. Ah oui, c'est ça. C'est le 10 repository. Ah. On aura l'erreur dans Telemetry, dans Datadog. Oui, 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 dans Datadog, on peut avoir l'erreur. On va voir, on va vérifier. Si j'ai bien fait... Bon, on va revenir. On y reviendra. Non, attends, je vérifie quand même. 19h36. 19h36. Je réfléchis. Normalement, il doit y être. 19h36. J'ai pas encore de remontée. J'espère que ça arrivera, mais normalement, ça doit apparaître. Ok. Bon, en attendant que ça remonte, on va ce que je vais faire, c'est injecter du coup un span. Un span dans cette opération. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, dans mon get user action, ce que j'ai fait, j'ai importé déjà la librairie OpenTelemetry. Comme je vous ai dit, on a un SDK dans tous les langages. Donc là, j'ai récupéré celui de PHP. Et ici, j'ai mis un exemple
pour l'implémentation. Le but, c'est pas d'alourdir votre code comme ça. Donc, normalement, comme je vous ai dit, vous avez déjà tous les spans qui sont émis par Symfony, par le framework. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif. Ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est d'injecter ces spans au niveau des repositories. Par exemple, dans mon user repository, pour tracer, par exemple, les performances d'une opération en base de données. Ça peut être intéressant. Mais nativement, déjà, on a tout ce qu'il faut. Donc, si je souhaite rajouter une span, je vais récupérer donc ma trace, mon contexte, et ça, c'est la librairie qui s'en charge. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et ensuite, donc, je crée une span, et je peux injecter donc des attributs. Et normalement, ça suffit. Avec ça, ça suffit. Donc, une fois que j'ai fait ça, je laisse quand même. Ça marche, ok. Et normalement, au niveau de l'agent, on va pouvoir... attendez, je vérifie juste le statut de mon agent. Parce que du coup, j'en ai lancé deux. J'ai lancé... il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ça, celui du système et celui dans le Docker, j'imagine. Oui. Il y a celui du système. Sudo, service, Datadog, agent, status. Non, c'est l'inverse. Donc oui, il tourne bien. Mais par contre, on a des... Ouais, c'est ce que je me disais. Parce que tout à l'heure, en fait, j'ai changé la configuration de celui-là, de l'agent qui tourne dans le Docker, celui-là. J'ai rajouté des paramètres. Et quand je ne sais pas ce que j'ai fait, et du coup, j'ai cassé un truc. Et depuis, j'ai ces logs là qui s'affichent. Mais bon. Donc, je voulais prendre la main en passant par cet agent. Mais je pense que je vais le couper et on peut tenter avec l'agent qui est dans le Docker. Par mesure de précaution, je vais refaire un Docker pause. Okay. Et je relance la requête, juste vérifier. Bon, je croise les doigts, hein, parce que... Désolée, j'ai perdu ma connexion. Oh là là là. Désolée. Bon. Ce qui devait se passer... Imaginez maintenant. Ce qui devait se passer, je devais avoir mon... Oh, c'est dommage. Dans l'interface, on devait avoir du coup le log. Oui, j'aurais rajouté un log explicite également, que vous puissiez voir. Comme ça, on aurait vu la span juste avec le user ID, et c'est tout. Et dans l'APM, on aurait eu encore la trame que je vous avais montrée, donc une capture d'écran. Je ne sais pas si vous vous rappelez la trame avec les couleurs. Puis on aurait vu justement la trame, les différentes couleurs, et en cliquant dessus, on aurait eu le contexte avec la span. Et justement, on aurait fait la corrélation, je ne vous ai pas montré, avec le MS Notification, qui lui aussi a ses logs et qui reçoit la requête via MQP. Et on a le détail. Et c'est comme ça qu'on trace la requête. Désolée, hein. C'est l'effet des mots. C'est un peu toujours comme ça. Mais voilà. En fait, pour conclure, le but, c'est de vous montrer comment, si vous ne l'avez pas encore utilisé, je vous invite à le faire. Ça donnera beaucoup de puissance à votre applicatif et ça vous permettra d'accélérer surtout le debug et surtout d'anticiper les pannes. Parce que c'est ça la problématique initiale. Comment anticiper les pannes et comment résoudre facilement les erreurs. Pour ajouter un dernier point,
Moi, je vous conseille de suivre 3 étapes. On a la prévention, donc avoir un code qui va respecter les bonnes pratiques du design de code. On a du DDD, on a du TDD, on a du solide, on a un bon coverage de tests unitaires, on a des CI/CD avec des jobs qui sont robustes, voilà, avec de l'analyse statique. On montre tout ce qu'il faut pour couvrir au maximum votre code. Ensuite, on va passer à l'étape d'automatisation des découvertes des anomalies en analysant les données télémétriques. On va comprendre les comportements anormaux, anticiper les problèmes et détecter facilement les failles de vulnérabilité. Et enfin, la résolution, là, ça dépendra de votre expertise, mais je n'en doute pas. Donc, je vous remercie et j'espère vous avoir apporté un peu plus ce soir. Merci.